Le logement communautaire au Québec, c'est du logement où on vise la prise en charge, le contrôle par les usagers, les usagères. Là, je vais y venir. Nous, on dit, au Québec, dans le fond, c'est développé longtemps, puis je vais refaire un petit peu d'histoire pour expliquer qu'est-ce que le logement communautaire. Au Québec, c'est longtemps développé. Il y a eu au début du logement qu'on appelait top-down, du logement développé par les gouvernements, okay, qui n'ont pas donné des résultats positifs. Par la suite, ça a évolué vers du logement public, donc l'État développait et la propriété demeurait publique. Donc, ça a été le grand développement des HLM au Québec. Puis, vers les années 76, les populations du Québec se sont mobilisées parce qu'il y avait des quartiers on parlait de démolition, de grandes parties de quartiers, de coins de la ville. Les citoyens et les citoyennes se sont mobilisés pour dire ça n'a pas de bon sens. Nous, on veut sauver nos quartiers, puis on veut y demeurer encore. C'était le début et la naissance du logement communautaire. Le logement communautaire, c'est du logement qui est sans but lucratif, okay, qui peut être sous forme d'OSBL ou de coopérative. Puis on peut voir la nuance sur la prise en charge. Ça s'est d'abord développé sous forme de coopérative. Les citoyens et les citoyennes ont dit, nous, on veut contrôler notre habitat. Donc, est-ce qu'il y a un moyen? Ça a été le début des coopératives d'habitation. Les coopératives d'habitation au Québec, les gens ne sont pas propriétaires. On appelle ça possession continue. Ils sont locataires. Le propriétaire, c'est la coopérative d'habitation. Les locataires en sont membres. Ce sont les membres qui décident de leur coopérative. Donc, j'ai un pouvoir comme membre de la coopérative de décider de mes loyers, de décider de l'entretien. C'est moi que je décide avec les autres membres de la coopérative. Donc, on disait, nous autres, à possession continue, pas propriétaire de sa partie, propriétaire collectivement. C'était la coopérative. On a constaté avec le temps, puis là, les membres d'une coopérative font différentes tâches, du bon voisinage, de l'entretien, de la sélection, du secrétariat, etc., parce qu'ils sont les gestionnaires collectifs. Hein? Les coopératives étaient petites, les gens géraient d'eux-mêmes. On a constaté avec le temps, il y a du monde des ménages qui, pour différentes raisons dans leur vie, n'étaient pas capables de participer activement. On a donc dit, il faut développer un autre modèle qui permet aux gens d'avoir du logement abordable, qui maintient un contrôle des locataires, des organismes, de la communauté, mais qui n'est pas sous forme de coopérative. Donc, c'était la naissance des organismes sans but lucratif qui sont gérés par un conseil d'administration où il y a des représentants des locataires et de la communauté. Donc, le modèle le logement communautaire, donc c'est du logement qui est sous forme de coopérative ou d'OSBL, contrôlé en partie ou en totalité par les occupants, qui vise à produire du logement abordable et qui permet à des gens de développer différentes capacités ou de mettre à profit leurs capacités, pas nécessairement les développer, mais les mettre à profit parce que tu le gères collectivement. Les premières coopératives étaient très petites. On a fait des petites coopératives, 10, 12 logements. Et maintenant, on développe des coopératives de 200, 250 unités de logement. On a eu une évolution au Québec où on disait petit, tu as un meilleur contrôle. Avec le temps, on a constaté, puis là, il y a des questions aussi de viabilité, mais que tu peux être une grosse coopérative, puis quand même contrôler ton habitat, avoir des employés, le faire différemment. L'Ouest canadien avait développé des grandes coopératives, beaucoup dès le début. Nous, au Québec, on disait petit va mieux contrôler, mais là, c'est une autre histoire. D'accord. Mais ça signifie que les locataires, donc les membres de la coopérative ou de l'autre forme d'organisation, forcément, ils donnent de leur temps pour l'organisation ou la gestion justement de l'ensemble immobilier? Exactement. D'accord, à titre bénévole. À titre bénévole. Moi, comme membre, mettons, si je suis membre d'une coopérative, je vais faire partie d'un comité. On va me donner une variété de comités où je peux faire partie, que ce soit de l'entretien, du bon voisinage, de la sélection. Je vais donner de ce temps-là bénévolement. Je vais participer aux assemblées générales et je peux être élu sur le conseil d'administration. Si je suis dans une petite coopérative, je fais ces tâches-là collectivement. On se les divise, on les fait. Si je suis dans une grande coopérative, ce qu'on a constaté,
elle a les moyens d'avoir des employés et là, faire tout ce qu'une petite coopérative était capable de faire, d'entretien, etc. Là, on tombe dans un autre volume, dans une autre dimension. Donc, les tâches diffèrent dans une grande coopérative. Mais nous, on dit, d'une manière ou d'une autre, le contrôle, il n'est pas juste sur l'entretien de tes corridors. Le contrôle, il est sur décider de tes augmentations, de où tu vas mettre ton entretien, de même décider de quelle implication la coopérative peut avoir dans sa communauté, dans le quartier. Donc, même si je ne fais pas les tâches, parce que ça a été à un moment donné un grand questionnement au Québec, de dire, si on grossit les coopératives, est-ce qu'on s'éloigne de l'appropriation par les locataires? Mais nous, on dit, c'est un mode différent, mais tu peux tout. L'essentiel du contrôle, il est dans le pouvoir que j'ai de décider. Alors, j'ai une question un peu globale. De manière générale, aujourd'hui, sur par exemple un projet que vous pourriez porter classique, j'allais dire, d'habitat communautaire, pour les futurs habitants, grosso modo, ça représente une économie en pourcentage de combien par rapport au marché libre ou marché privé de Montréal? Pour eux, c'est une économie importante ou c'est une économie modeste? Ah non, ça peut être important, là. On peut avoir des gens, mettons, qui... quand on dit qu'à Montréal, il y a quand même un ménage sur 5 qui sont en besoin impérieux. Un ménage sur 5 en besoin impérieux, ça veut dire que je paye trop cher, je suis surpeuplé dans mon logement ou mon logement est en très mauvais état. Donc, quand on dit quelle économie je peux faire, puis là, on est dans différents aspects, là, le surpeuplement puis le mauvais état, mais juste sur le coût du loyer, une personne seule, là, j'essaie de le calculer en pourcentage d'un revenu, là, puis pour avoir des équivalences, mais mettons, tu peux avoir dépendamment si tu es revenu modeste ou très faible revenu. Okay? Un revenu modeste peut avoir un gros 10 % de son revenu en économie. Okay? Quelqu'un qui est à très faible revenu, qui paye 50 % de son revenu pour se loger actuellement, on en a quand même un bon pourcentage à Montréal, bien là, ton économie, tu passes d'un 50 % et plus que tu consacres à ton loyer, puis là, tu vas le descendre dans les logements communautaires à 25. Donc, on a 25 d'économie.